divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, c'est jeudi et c'est parti pour votre émission, le LGF, le Grand Forum, en ce 14 octobre. Au programme de cette émission, nous allons consacrer une large partie à ces problématiques liées à la consommation du crack, mais aussi et pas seulement, parce que nous parlerons aussi du rôle des rappeurs qui ont un rôle, qui promotionnent à leur manière aussi cette consommation du crack et surtout les habitants qui en subissent des conséquences. Alors qu'on nous avait dit que Porte de la Villette, il n'y avait pas grand monde là où ils sont, et bien visiblement il y a quand même pratiquement 12 000 personnes qui vivent autour de ces crackers et voilà que la population manifeste et ça pose quelques petits problèmes. Avec l'augmentation des carburants, évidemment, ça ne cesse d'ailleurs d'augmenter, hein, ça continue à la pompe, on le voit d'ailleurs tous les jours. Est-ce qu'il est possible de revoir un nouveau mouvement des Gilets jaunes, le mouvement Gilets jaunes saison 2 par exemple? C'est un appel en tout cas qui est lancé, une manifestation sur le retour des ronds-points à partir du 16 octobre, donc ce samedi. On en reparlera tout à l'heure de évidemment cette possibilité ou pas, est-ce que vous y croyez? Vous répondez à cette question sur Twitter, le Grand Forum FM2 tout au long de cette émission et puis bien sûr nous en parlerons avec vous dans un instant sur France Maghreb 2. Et puis le plus du LGF, nous ferons un petit tour par Cachan avec eh bien, la dérive d'un élu d'extrême gauche qui parle de la police dans des termes qui lui est propre et qui a posé quelques problèmes à quelques personnes également faisant partie du même conseil municipal. L'affaire a pris un échelon national. On le verra tout à l'heure dans quelques minutes sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF, le Grand Forum qui vous emmène tranquillement jusqu'à 18h. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Pierre-Henri, président de France Fraternité. Comment ça va mon Pierre? Très bien Christophe, et toi, comment écoute, vas-tu? Ça va mon Pierre, très bien. Voilà. Formidable. Même le chien est d'accord. Rendez-vous compte. Ben voilà, il manifeste sa joie. C'est ça. D'être à côté de toi et de me voir. Voilà. Oui, surtout ça, voilà. Voilà. Alors tu seras bien accompagné aujourd'hui puisque Sherazade Bimorgan, qui est ingénieur, sera avec nous dans quelques instants, ainsi que Tarak Sassi, prof de catch, mais aussi faisant partie d'un collectif Paris Anti-Crack. On va en parler, je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, mon Pierre, le crack. Mais qui tient à cœur, je pense, tout le monde en réalité. Enfin, ceux qui sont concernés principalement. Oui, mais enfin, c'est un sujet de société. Oui. En réalité, je crois que nous avons au moins un point de convergence tous, c'est que la lutte contre les addictions liées à la drogue est une priorité. Après, on peut différer sur les moyens qu'il y a à prendre pour combattre ce fléau et protéger à la fois les usagers de drogue et les riverains, évidemment, qui se trouvent à proximité. Bon, eh bien nous en reparlerons évidemment et nous parlerons de cette possibilité de la renaissance des Gilets jaunes parce que évidemment le carburant ne cesse d'augmenter, mais pas que les factures de gaz, d'électricité aussi, et là le pouvoir d'achat on prend un sacré coup quand même à la veille des fêtes de fin d'année mon Pierre. Amis auditrices, auditeurs, on en reparle dans quelques instants avec vous sur France Maghreb 2, juste après et avant on parlera évidemment, on fera un petit quiz, hein mon Pierre, t'es prêt, t'es chaud patate? Oh ben, comme toujours. Oui, on verra, dans un instant il y a de la concurrence et justement depuis hier m'est venue cette idée brillante, parce que toutes mes idées sont brillantes évidemment, d'inviter les auditrices et auditeurs aussi à venir quizer, à venir essayer de gagner face aux chroniqueurs. Vous pouvez m'appeler maintenant 01 40 33 9000.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben c'est une très bonne idée. Mais alors, il y a un code d'éthique qu'il faut... Quel code d'éthique? Ah bah, c'est vous n'utilisez pas évidemment... Ah bah oui, évidemment, évidemment, Internet, Facebook, c'est etc. c'est ça. Et on compte sur vous, on a confiance. Alors tiens, hop, je prends le premier appel, je sais pas qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Christophe, c'est Jamel. Bonjour mon Jamel. Ah, bon Jamel. Jamel, il veut quizer. Ouais. Ah, bah écoute, j'ai émis l'idée, tu as soumis l'idée, tu l'as mise en application, me voici. Très bien, très bien. T'as envie de battre qui, toi? Pierre, Tarak ou Sherazade? Mais non, il a envie de gagner, il bat personne. Voilà, Pierre-Henri a tout dit. Il a tout dit, mon Pierre, bravo. C'est l'envie de gagner, mais c'est surtout l'envie de participer. Eh bien, écoute, c'est une bonne nouvelle. Comme disait le baron Pierre de Coubertin, l'important, oui, dans c'est un autre temps. Dans un autre temps. Mais qui était, j'espère que c'était le tien. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Hein, exactement. Bon, bien soyez les bienvenus, les amis. Mon Jamel, ne quitte pas. On remplit la caisse et on est dans un instant avec vous pour quizer. Et c'est parti pour le LGF avec mon Pierre-Henri qui a pris toutes ses feuilles. Je sais pas ce qu'il a noté. Là. Fais voir un peu. Hein. Ah, t'as noté plein de trucs, mon Pierre, là, t'es chaud, hein. Tu prépares tes émissions, toi, dis donc. Mais moi, je travaille toujours, parce que je n'ai pas la science infuse. Oui. Bah, c'est sûr qu'à ton âge, pour se souvenir, il faut noter, quoi. Oui, il n'y a pas de problème. Alors celle-là, gratuit, c'est pas bien, ça. Tu sais que y a une loi contre la discrimination, il y a 25 motifs qui peuvent être invoqués, et il y en a notamment un devant le défenseur des droits. Oui, mais j'en ai rien à foutre du défenseur des droits. Ici, c'est chez moi, ici. C'est la dictature, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Voilà. C'est comme celle des Gilets jaunes. Pour une fois, on est d'accord, moi et Pierre-Henri. Comment ça va, mon Tarak? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Bah, ça va. Bon, allez où, ma chère Azad? Pourquoi pour une fois? Elle est pas là encore? Bah, pour une fois, on est d'accord. Oui, pourquoi pour une fois, d'ailleurs? Pourquoi pour une fois? J'ai dit pour une fois. C'est bien. Mais non, mais parce que pour une fois, ça suppose... Parce que je suis jamais d'accord avec toi. Bah, les derniers débats qu'on a eus, on n'était pas vraiment d'accord. Mais on n'est pas d'accord sur un élément. C'est le traitement des... Oui, bah, on va voir. On va en discuter de tout cela. Oui, c'est ça. En bonne intelligence. Bien sûr. Évidemment. Je compte sur vous. Bon. Mais il faut faire confiance. Bon, mon Jamel, ne quitte pas, toi, ils essaient. Tarak va bien se conduire. Il y a aucun problème. Bien sûr que je vais bien me conduire. Et bien comment sûr mettre la pression? Regarde, il met la pression, Pierre, regarde. On est à la maison, on est en famille. Ouais. Et même si on n'a pas les mêmes opinions, on doit bien se comporter. Eh bien, c'est très bien, Tarak. Bon, allez, moi j'ai la pub. Vos mimines là, c'est bon. Moi j'ai de la pub à lancer. Ah, il faut que je remplisse la caisse. C'est pas vous qui allez remplir la caisse de la radio. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti pour le quiz avec Monsieur Pierre-Henri ici présent, avec Monsieur Tarak Sassi ici présent, et même DJ Nabil qui est là, il nous quitte plus. Il a envie de se remettre de sa défaite d'hier de 7-0. Ah, t'as remarqué que je suis souvent en studio cette semaine, hein. Ouais, je sais pas ce qui se passe. En fait, on prépare notre départ, hein. Tu sais que pendant 2 semaines. C'est vrai qu'on se barre pendant 2 semaines, là. On est plus là pendant 2 semaines, Pierre. Vous allez où? Ah bah, on fait la tournée du bus Canal Plus Maghreb. Voilà. Ah bon? Et on va passer, alors figure-toi qu'on part, on sera du côté d'Alfortville lundi. Mardi, nous serons à Lyon, mardi et mercredi. Vendredi, samedi, dimanche, on sera à Marseille dans plein de quartiers différents. Marseille, la Bonne Mère et tout ça, quoi. Nous repassons par Lyon lundi et mardi et on terminera notre tournée en ce qui nous concerne à Paris, dans plein d'endroits, du 93, du 91 et Nabil ira même jusqu'à Lille. Voilà. Eh ben, c'est bien. Donc 15 jours durant, on n'est pas s'en invité. Va. Non, vous n'êtes pas invité. Et on redescend à Marseille. Vous êtes même évité d'ailleurs. Je tiens à vous le dire. On redescend à Marseille. Hein, et DJ Nabil en plus il approuve. Hein. Qu'on est évité. Bon. Non, pas du tout. Moi, vous êtes bienvenus. C'est pas moi qui décide. Je vais appeler. Appelle qui tu veux. Je partage mes bons plans avec Christophe et regarde qu'est-ce qu'il fait. Non, je vais appeler à Marseille. Voilà. Non, par contre, ça aurait été pour aller à Bobigny, Roubaix ou dans un coin comme ça, là, on y va. On y va. Ouais. Attends, tu veux que je te dise? On passe même par Max Dormois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Max Dormois, Gare de l'Est, Barbès. C'est vrai en plus, hein.
Voilà. Bah, je suis là pour Mars dans moi, les gars. Tu viendras nous voir. Tu viendras nous voir, mon Tarak, t'inquiète pas. Et donc, tu portes un maillot du PSG à Marseille. Ne me cherche pas, Pierre. Tu sais très bien que je suis capable de le faire. Tu sais non, fais-le pas, je suis avec toi. Tu sais, il y a aussi avec nous Jamel qui va jouer avec nous aujourd'hui. J'ai émis l'idée que les auditeurs puissent aussi participer au quiz. Pour vous mettre une raclée parce que vous en avez bien besoin. PSG, hein. Jamel, commence pas, Pierre. Jamel, comment ça va, mon Jamel? Bah écoute, ça va, hein, pour un Marseillais, ça va. Bon, allez, on y va, c'est parti. Tu es d'accord, Jamel, pour le que quiz. C'est une petite équipe, le PSG. On s'en fout, c'est pas le lieu. Attention, je pose ma question, la première bonne réponse, je la prends. Hein. Voilà. On n'attend pas la fin de la question si vous avez... voilà. Tiens, justement, on va parler de Marseille. Première question. Qu'est-ce qui a été inauguré à Marseille en 1952? On le tient de l'architecte Corbusière. Vélodrome? Non. Le port. Non, pas le port. Le vieux port. Alors le métro? Non. Non, c'est la gare. C'est un monument qui est classé, je crois. La porte d'Aix. La porte d'Aix. La cathédrale. La cathédrale. Non. C'est un truc qui se trouve, je crois, en face du stade Vélodrome. Ils connaissent rien, ça se dit Marseille. Comment ça, je ne connais pas. Qu'est-ce qu'il y a en face? Qu'est-ce qu'ils sont nuls. C'est un immeuble qui est en face. Oui, mais il s'appelle comment? Ah bon, alors c'est l'immeuble, ouais, je vois très bien l'immeuble. Bah tu vois très bien, mais tu connais pas le nom, donc... écoute... T'as dit quoi, Jamel? Le Pharaon? Non, c'est pas le Pharaon. Non, c'est pas le Pharaon. Ça commence par quoi? Non, c'est la cité quelque chose. La cité du soleil. Non. La cité phocéenne. La cité quoi, Jamel? La cité radieuse. Oui, Jamel, bravo. La cité radieuse, bravo, Jamel. Ah, magnifique, Jamel. Ça, c'est bon, ça. C'est tiré par les cheveux. Non, c'est pas tiré par les cheveux. Il a eu la bonne réponse, c'est tout. Bon, allez, attention, le point pour Jamel. Ah, j'espère que... franchement, amis auditrices, auditeurs, faites-moi plaisir, venez tous les jours. On va les ratatiner, ces gens-là. Ça la raconte un peu. Un square en face de la Sorbonne sera inauguré samedi. Quel sera son nom? Samuel Paty, bonne réponse. Non, Samuel Paty, la République. Oh 2-1 partout. J'habite à côté de Conflans, donc j'aurais dû le trouver. Ouais, c'est vrai. Donc c'est l'anniversaire, malheureusement, le premier anniversaire de cette triste... Assassinat, décapitation, horreur totale. Voilà. 1975. Le prix Nobel est attribué à quel pasteur américain? Jackson? Luther King. Luther King, bonne réponse. J'allais le dire. Bravo, mon Jamel. Attention, 2 pour Jamel, 1 pour Pierre. Les autres, c'est toujours 0, la tête à Toto. Le Kikadi. Donc, qui a prononcé cette phrase? Il y a un risque non négligeable de la reprise épidémique. Le gouvernement... Olivier Véran. Non. Véran? Non. Le gouvernement se laisse la possibilité... Gabriel Attal. Gabriel Attal est une bonne réponse de Monsieur Tarek. Avec un porte-parole, c'est un peu logique. Ça fait 2 semaines de suite que je gagne un point grâce à lui. Le gouvernement se laisse la possibilité de prolonger le fameux pass sanitaire. C'est Monsieur Gabriel Attal, effectivement, qui a déclaré ceci. Bande d'escrocs. 1 point pour Tarek Sassi. Enfin. Je cherche un médecin cancérologue français, mort en 2003. Ah ouais, cancérologue. Très connu. Hein. Un cancérologue mort en 2003. Français? Quoi, t'as dit quoi, Pierre? Bernard. Non, c'est pas Bernard. Je connais pas Bernard. Celui qui avait fait l'association ARC. Oui. Schwarzenberg est une bonne réponse de Jamel. Léon Schwarzenberg. Il a fait partie du gouvernement Rocard, si je dis pas de bêtises. Oui. Ça a été un éclair, une fulgurance. Il est resté 17 jours. Oui. Bon, bah en tout cas, Jamel, pour l'instant, est en train de nous mettre une petite raclée. C'est bon, ça. 3. Il est resté 17 jours, mais... 3-2-1-0. Sa retraite, elle est restée plus longtemps. Il a 2, Pierre. Non, il a 1, Pierre. Pierre, t'as 2? Mais oui, mais... Mais non, je te jure qu'il a 2. Ah bon, donc 3-2. Il est mort dans son service, pour la petite anecdote. Hein? Je crois que Léon Schwarzenberg, il est mort dans son service. Il est mort à Villejuif. Ouais, exactement. Attention, 6ème question. Quel acteur français s'est associé avec Netflix Omar Sy. C'est Nabil qui l'a. C'est Nabil qui l'a eu. C'est Nabil. Voilà. Sur le fil. Attention, la dernière question. Et ça, moi j'aime beaucoup cette question. Messieurs. Elle vaut combien de points? Elle vaut 1 point. Quel est le fromage qui est devenu le plus consommé en France? Camembert.
Non. Roquefort. Cantal. Les mentales. Non. Cantal. C'est devant le camembert, mais non. Mashkiri. Le brie. Non. Le brie. C'est pas un fromage français. Hein. Feta. Non. T'as dit quoi, Jamel? Mazdane. Non. Le Gouda, j'ai dit. Mais non, c'est le truc en Italie, là, l'Italie. Mozzarella. Oui, Je l'ai dit en premier. Non, je l'ai dit en premier. J'ai dit l'Italie, Non, il a dit l'Italie, j'ai dit en premier. Vous croyez où, là? C'est pas possible. Bon, c'est Tarek Sassi qui a eu le point. Oh, voilà. Alors, l'arbitre, et moi, je demande la VAR. Il y a pas de VAR. Je demande la VAR. Donc, demande la VAR. Mon Jamel, victoire de notre ami Jamel pour une première pour un auditeur. Je dis bravo. Ouais. Et mon Jamel, Non, l'arbitre acheté. cette chanson pour toi, Jamel. We are the champions, mon Jamel. Ah bah il a rapproché, Jamel. Voilà. Bravo. En tout cas, Jamel vous a battu. Formidable. Oui, mais enfin, tu sais la musique là que tu viens de passer. Ouais. Hein, c'est celle dont vous courez après là au PSG. Hein, tu te souviens là, à jamais les premiers. Ouais. Allez. Bon. Droit au but. Jamel a gagné et ça me fait bien plaisir. Jamel, t'es où? Bah voilà, évidemment. En tout cas, bravo mon Jamel. Quoi, y a pas. Merci. Félicitations à mes adversaires. Ouais. Bah écoute, merci à toi mon Jamel. Merci. Et puis, Bravo. Je vais juste faire je vais prendre 2 secondes si tu me permets. Ouais. Parce que tu vas parler du crack et tu vas parler des rappeurs. Ouais. Et je voudrais rappeler, puisque certains incitent apparemment à l'heure actuelle, je voudrais rappeler notamment KRS-One à l'époque, qui faisait des morceaux, qui disait attention, il y a un fléau pire que tout qui arrive dans le ghetto, ça s'appelle le crack. Et ça date des années 80. On est en 2021, 40 ans, 41 ans, et on voit que c'est malheureusement plus qu'aux portes de chez nous, c'est chez nous. Ouais, exactement. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec nos invités. Salut mon Jamel en tout cas, et encore bravo pour cette belle victoire, mon Jamel, pour ce quiz. Voilà, bah écoutez, amis auditrices, auditeurs, vous avez vu que tout est possible, vous pouvez les battre, hein, nos chroniqueurs, donc allez-y, prenez place, c'est demain, le prochain quiz. Demain, il y aura Sofiane Nakdari, il y aura Tarek Mami et il y aura Emmanuel Dupuis. On va faire une spéciale géopolitique demain, les amis. Oui, on va parler un peu de l'Afrique, de la France-Afrique, du Maghreb, du Moyen-Orient. On va faire un peu tous ces sujets-là brûlants qu'on n'a pas forcément le temps d'explorer, et en compagnie d'experts demain pour nous accompagner pour le coup. C'est parti pour le plus du LGF, les amis, sur France Maghreb 2, qui nous emmène aujourd'hui à Cachan. Alors il y a évidemment ces élus et principalement d'extrême gauche qui s'en prennent à la police française, à l'image par exemple de Philippe Poutou. D'ailleurs, Gérald Darmanin a annoncé ce matin sur Twitter qu'il allait porter plainte contre Poutou qui s'en est pris à la police. Mais il y a aussi ce monsieur qui fait partie du conseil municipal de Cachan qui a eu ses propos, ce qui a énervé d'ailleurs un de ses collègues. Écoutez ce qui s'est dit donc lors du conseil municipal à Cachan. Le but de la police, c'était de protéger la population. C'était pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer, parce que c'est ça la signification en bon français courant. Voilà, merci. Je quitte le conseil municipal parce que je peux pas entendre des choses comme quoi la police armée tue des gens, c'est juste pas possible quoi. Et vous êtes ignoble. Et moi je reste pas à côté de personnes comme vous. Voilà, ce qui s'est passé, donc ce monsieur, effectivement, qui est de la France Insoumise, a priori, a eu ses propos donc sur la police. Est-ce que ça te choque, mon Pierre ? Oui, ce sont des propos totalement déplacés. Parle bien près de ton micro, toi qui fais de la radio, mon pote. La police, oui, mais il faut que le micro marche. Bah, il marche le micro. Ouais. Donc, la police a pour fonction de protéger la population. Oui. Il y a parfois des rapages. Ils sont sanctionnés par la justice. Mais dire que la police est armée pour tuer la population, c'est un raccourci et une stupidité sans nom. Mais c'est vrai que c'est la France l'extrême gauche, voilà, se fait l'écho de... Alors, ouais, moi je sais, Tarek, que tu es engagé politiquement et à la droite. Ah non mais ah non ah bon je suis pas encore encarté. Hein. Première nouvelle. Oui, enfin bon. On y reviendra et on verra bien tout à l'heure. Mais
Franchement, c'est pas le problème de la France insoumise, c'est le problème de la formation d'un élu dans un conseil municipal qui dérape totalement. Ouais, mais non, Père, tu peux pas dire ça. Il y a beaucoup de la France insoumise. Je vais pas défendre la France insoumise, c'est pas mon problème. Je dis simplement que, a priori, je n'ai pas l'impression que la France insoumise avalise les propos de son élu. Je peux répondre à Pierre, s'il te plaît? Tu peux répondre à Pierre et à ma question à moi aussi. Alors, ta question à toi. Alors, bon, moi, déjà, Besancenot est mon voisin. Et j'aime beaucoup Besancenot pour son engagement et sa fidélité à sa conviction. Et le fait qu'il vit avec nous dans le caca. Donc, déjà pour ça. Comme Pierre Licia et comme Philippe Bouriaki qui est avec nous, qui sont des élus de terrain. Et ce que j'aime, en fait, c'est les hommes qui sont sur le terrain. Et non pas les politiciens qui sont dans le mondain et dans les magazines. Donc, Philippe Poutou, je l'aime beaucoup parce que la seule fois où est-ce qu'il a fait un grand débat sur BFM TV, il a détruit tout le monde. En même pas 4 minutes, c'était formidable. Par contre, moi, j'ai une position où j'aime la police et je défends la police et je pense qu'aujourd'hui, notre jeunesse doit s'investir dans la police et dire aujourd'hui, se faire un raccourci en fait qui fait que la police après se prend une cible en disant la police est payée pour assassiner des gens. Non, c'est faux. Moi, par exemple, je peux dire qu'aujourd'hui, avec les policiers avec qui je suis en contact au ministère de l'Intérieur et à la préfecture de police de Paris, on a retrouvé une gamine qui était sous l'emprise d'un dealer proxénète qui s'appelle Tamara. On l'a retrouvée parce qu'ils ont fait diffuser cet avis de recherche, parce qu'il y a eu une relation entre les collectifs et les associations. On a pu retrouver ces gens-là. Donc, n'oubliez pas que la police est là pour vous protéger. Rien n'est parfait, rien n'est beau. Même moi, je suis pas parfait. Hein, mais faut pas ostraciser la police. Et par contre, autant je peux dire du bien sur Philippe Poutou et Olivier Besancenot sur leur engagement et sur ce qu'ils disent et sur les vérités sociales qu'ils donnent, mais je ne peux pas dire la même chose sur France Insoumise qui enchaîne énormité sur énormité. Ouais, bon, on est d'accord. Alors ça, c'est un débat entre la gauche de la gauche et la mais tu vois que je suis pas de droite. De la gauche de la gauche. Oui. Mais tu sais, moi j'ai subi... Attends, c'est quoi ce procès d'attention d'ailleurs, Pierre ? Mais moi je ne fais aucun procès d'attention. Tu dis qu'il est de droite, pourquoi ? T'as des dossiers ? Simplement ce que dit Tarek, il a le droit de faire l'éloge de Philippe Poutou et d'Olivier Besancenot. C'est pas la droite, on a remarqué quand même. Ouais. Voilà. Après, ces querelles entre le NPA et la France Insoumise, je crois, n'intéressent pas grand monde. Et je ne suis pas encarté NPA, mais je respecte les bonhommes et le fait qu'ils soient sur les terrains et qu'ils parlent, ils disent des vérités sociales. Le NPA avaliserait tous tes propos. Ah non, ça c'est sûr, ça c'est sûr, mais je les respecte quand même. Voilà. Je les respecte quand même, et ça je suis sûr qu'ils n'avaliseraient pas beaucoup de choses que je dis, ça c'est sûr. Mais au moins quand on se croise avec Olivier Besancenot, on se dit bonjour, ça, on se tutoie, et on se bat aussi pour valoriser notre quartier à Marx-d'Armois. Pour ceux qui ne le savaient pas. C'est un quartier très sympa qui est... pas si sympa que ça. Mais si, c'est un quartier très sympa. Je vois pas ce qui est sympa. Qui se boboise de plus en plus, le prix du mètre carré. Non, qui se clandestinise plutôt. Oui, bien qui sûr. se malboroise, blédard. Bien sûr, bien sûr. Malboroise. Très bien. Avec un prix au mètre carré qui est de l'ordre de 10 000 mais la spéculation, euros. Elle est internationale aujourd'hui. Mais il faut en parler de ce quartier Marx-d'Armois. Et petite précision pour la droite. Diversité. Petite précision pour la droite. Moi, j'ai subi la droite la plus conne et la plus dure, celle qui fait respecter la vieillocratie et qui fait la discrimination sur la Côte d'Azur. Je cite Henri Leroy, je cite Christian Estrosi et je cite Bernard Brochant et toute cette clique qui ont été maire de Cannes, maire de Nice, tout ça, qui ont eu qu'un seul objectif, c'est favoriser les rentiers, favoriser leur électorat qui est âgé et mépriser les jeunes, en particulier par leurs origines et par leur classe sociale. Pourquoi pour être encore plus clair pour les auditeurs... Non, c'est bon, ça y est, il est clair. Ah bah non. Tu viens d'où ? Moi, j'ai grandi à Cannes. Ah oui, d'accord. J'ai grandi à Cannes. C'était l'explication. Voilà, c'est ça. Et quand je suis à Paris, malgré tous ces problèmes, je vis. Et j'aime les Parisiens et j'aime Paris.
Ouais. Voilà. T'aimes Paris. Le PSG, surtout. Fluctuan in emergitur. Le PSG, hein, Carac. Le PSG, en attendant, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Ils ont des fondations, ils aident des jeunes, ils font beaucoup de choses. Chose que l'OM ne fait pas. Exactement. Merci, mon Tarek. C'est totalement faux. Non, c'est pas faux. Alors, ouais, va pas s'en mettre dans les poches, il faut rien. J'ai grandi dans le Sud. Le Qatar Football Club. Attends, tu vois, les Saoudiens, ils vont mettre. On va faire une OP sur vous, vous allez voir. Les Saoudiens, ils vont vous acheter bientôt. Le Qatar Football Club a effectivement un certain nombre de moyens. Ouais. Le soft pouvoir du Qatar a d'ailleurs complètement bouleversé la Ligue 1. Le fair play financier n'est jamais respecté. Mais bon, oui, effectivement, il y a des actions envers les jeunes de banlieue que mène le Paris Saint-Germain sous l'égide du Qatar. Ensuite, dire que l'OM ne fait rien en faveur des jeunes de banlieue, c'est faux. Parce que, tout simplement, l'OM, c'est une institution dans la ville. Et si jamais il ne faisait rien, immédiatement, il y aurait un certain nombre de répercussions. On s'en fout. Si l'OM il ferait quelque chose, on le saurait. Hein. Mais oui, mais ça, c'est facile. Si tu veux, je te la fais de la même manière. Bon, c'est bon. Quand tu prends l'accent marseillais, on dirait Jean-Claude Gaudin, Pierre. On dirait un acteur de Plus belle la vie. Il était même pas aux obsèques de Bernard Tapie, c'est scandaleux. Jean-Claude Gaudin. Peut-être pouvait-il pas se déplacer. Ouais. Ah ouais. Bon, allez, dans un instant, on parle des gilets jaunes. Vont-ils revenir sur les ronds-points? En tout cas, c'est le souhait pour certains. En vue de ce contexte d'augmentation à tout va, j'ai été à la pompe ce matin, 1,55€. Ça augmente de jour en jour. Hein. 2 centimes par-ci, 2 centimes par-là. La taxe foncière, je vous explique même pas, je l'ai payé, ça y est, je suis à poil moi. Le gaz, je vous explique même pas non plus. L'électricité, enfin là, ça devient très très dur pour les Français. La classe moyenne et la classe pauvre, là, en prend un sacré coup. Alors que Barbara Pompili, elle, fait des appels aux distributeurs. Elle se moque du monde. Alors qu'on sait que sur un litre de gasoil, c'est d'essence, 60% de taxes. Hein, 60. C'est pas 30, c'est pas 40, c'est 60. On en reparle dans un instant. Est-ce que les gilets jaunes peuvent renaître? C'est avec ça d'ailleurs qu'ils avaient commencé il y a 3 ans, rappelez-vous, à cause du prix du carburant. La limitation de vitesse. Aussi. La limitation de vitesse, ça y est, on y est, à 30 km/h à Paris. Voilà. Anne Hidalgo, qui décolle pas dans les sondages d'ailleurs. Oui, qui est à 5%. Ouais, entre 3 et 5, ça dépend des sondages. Voilà. Alors que l'autre, là, le Z, là, il est au 2e tour apparemment. Oui, c'est un effondrement démocratique. Comment peut-on imaginer un pays comme le nôtre avec une possibilité de 2e tour? On a les candidats avec Éric Zemmour. Avec un Algérien. C'est hallucinant. Un Algérien au 2e tour. Non, avec un citoyen français d'extrême droite. Oui. Voilà. Oui. Et ça, c'est un abaissement démocratique qui est terrible. Tu préfères Zemmour ou Marine au 2e tour? Non mais attends, tu me poses la question à moi? Oui. Non mais pour Macron, c'est qui serait le plus avantageux? Mais enfin, ce n'est pas la question. C'est ma question en l'occurrence. Oui, je ne vais pas y répondre. Moi, je sais ce que je ferai en tant que citoyen au 2e tour. Oui, je sais. Dans tous les cas, je voterai pour le candidat de l'arc républicain qui sera au 2e tour, qu'il s'appelle Emmanuel Macron, Yannick Jadot, Xavier Bertrand. Tu pourrais voter Jadot? Mais bien sûr. Ah oui, très bien, ça progresse. À tout de suite les enfants. Pour les gilets jaunes, vont-ils renaître? Vont-ils réinvestir des ronds-points? À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. On est en direct les enfants, merci d'être avec nous alors qu'on nous emmène le petit goûter. Hein. Franchement on est bien accueillis ici sur France Maghreb 2. Hein. Qu'est-ce que t'en penses mon Pierre? Oui, c'est sympathique. On mange bien ici, hein, t'as vu? Voilà. Bon, Tarek Sassi, Pierre-Henri sont avec nous pour parler d'un sujet important, un sujet qui nous concerne tous visiblement, c'est l'augmentation évidemment des carburants, mais pas que, il y a la facture de gaz qui a gonflé, c'est pratiquement plus de 50% d'augmentation depuis le début de l'année.
L'électricité également n'est pas en reste. La taxe foncière, j'en passe, c'est des meilleurs. Le pouvoir d'achat en prend un coup et du coup j'ai vu cet appel qui résonne sur les réseaux sociaux de Gilets jaunes qui pourrait renaître, ce mouvement qui avait fait parler de lui dans les années 2018 qui a été né d'ailleurs suite à une augmentation qui n'était pas aussi importante que celle que nous connaissons aujourd'hui des carburants. La limitation de vitesse aussi, c'est vrai que c'était un deuxième point important. Pour le coup, avec cette émergence donc, de ces taxes qui apparaissent, est-ce qu'on peut imaginer, penser que les Français risquent de descendre dans la rue et que ce mouvement des Gilets jaunes, tant décrié, puisse renaître et réinvestir les ronds-points? En tout cas, c'est la proposition qui est faite pour le 16 octobre, mon Pierre. Tu réponds quoi à cette question, oui ou non? Non. Non? Pourquoi non? Parce que la situation est absolument pas la même qu'au moment du déclenchement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui différencie? Il y a une situation vis-à-vis de l'emploi qui est différente, avec une croissance qui repart à la hausse. Voilà, et avec des mesures qui manqueront pas d'être prises dans les jours prochains pour au minimum bloquer le prix du carburant au niveau où il est actuellement avant d'essayer de le faire baisser. Parce que tu as raison de souligner que aujourd'hui, 60% du prix du litre d'essence, en réalité, sont formés par des taxes. Et avec une TVA qui vient se greffer sur la taxe interne. Donc, voilà, il y a des mesures qui vont être prises et qui font que, d'abord, les Gilets jaunes se sont épuisés. Il reste aujourd'hui les plus radicaux, et notamment les formations d'extrême droite et d'extrême gauche qui essayent de faire repartir le mouvement en se raccrochant à un élément social d'importance. Mais je ne crois absolument pas qu'il y ait la base nécessaire aujourd'hui pour le faire. Sauf que tu parles de blocage, effectivement, tu as raison, mais bloquer les prix lorsqu'elles sont à son maximum, c'est peut-être pas la bonne solution. Oui, enfin, je voudrais rappeler que, par exemple, si je prends l'année de référence, par exemple 2014, le prix pour le sans-plomb était à 1,28 €. Le prix pour le diesel était à 1,10 €. Autrement dit, or, depuis 2014, la plupart de la hausse du prix du litre d'essence est due à l'augmentation des taxes. En 7 ans, en réalité, la différence qu'on constate aujourd'hui est due à l'augmentation des taxes. Donc, quand Barbara Pompili appelle les distributeurs à faire un effort, je rappelle que la marge pour les distributeurs, c'est 2 centimes au maximum par litre. Oui. En réalité, c'est l'État qui a aujourd'hui la main sur cette affaire. Donc, et je pense que dans la période dans laquelle nous sommes, ils ne vont pas manquer d'agir pour au minimum bloquer et éventuellement amorcer un mouvement de décrue. Voilà. Donc à la question d'hier, c'est-à-dire l'État doit-il prendre ses responsabilités, t'aurais dit oui. Oui, bien sûr. Ouais. Tarak, sur ce mouvement des Gilets jaunes, t'y crois, toi, qu'il puisse renaître avec ce contexte assez particulier? Et voilà, ça fait mal au porte-monnaie quand même, on est au mois d'octobre. Voilà, le gasoil, l'électricité, le gaz. Je reprends mon exemple à moi, personnel. Oui, bien sûr. Par rapport à ma consommation annuelle. Mon fournisseur de gaz me signale que je vais subir une augmentation de 380 € à l'année. Ouais, c'est énorme. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour, des ménages qui connaissent des difficultés, des problèmes de fin de mois. Et là, pour le coup, ce seront des vraies problématiques qu'on pourrait aborder avec les candidats ou supposés candidats à cette échéance qui arrive dans 6 mois. On n'en parle pas, vous avez remarqué, c'est toujours le même sujet. Bien sûr. Voilà, ça tourne Bien en boucle. Hein, mon Tarak. C'est fait exprès. Alors, les Gilets jaunes existent toujours, ils sont toujours là. Je peux dire que je les ai vus sur Pantin et Aubervilliers pendant la crise du déplacement des toxicomanes sur la porte de la Villette. Ils sont exaspérés déjà par leurs élus, ils sont exaspérés par le manque d'écoute, ils sont exaspérés par le manque de pouvoir d'achat et puis la paupérisation et
le fait qu'on rajoute de la pauvreté à leur territoire. Les gilets jaunes, en faisant le tour de la France, on sait qu'ils existent toujours. Certes, ils sont fatigués, beaucoup ont fini par péter les plombs, certains se sont suicidés, mais la rage et l'énervement des gens est là. Et moi, en fait, qui me suis battu sur le terrain pour éviter que des jeunes de banlieue viennent tout casser pendant les manifestations des gilets jaunes, moi-même, en fait, j'ai eu, quand j'ai été reçu à Matignon, j'ai eu des paroles et des engagements qui ont été faits. J'ai eu une proximité qui a été faite avec des responsables de cabinet qui n'ont pas suivi. Et on peut dire qu'avec cette crise sanitaire, plus l'augmentation des prix, plus un cumul de problèmes et ce pass sanitaire aussi qui exclut les gens, c'est même pas en fait impossible que les gilets jaunes reviennent plus forts. Pas qu'ils reviennent, mais qu'ils reviennent encore plus fort. Ouais. Alors, il y a une proposition, par exemple, qui est très concrète, mon Pierre Taraxé, de faire baisser cette taxe, cette TVA sur le prix du carburant à l'état 26. J'ai aucune confiance en l'État. Elle pourrait la faire descendre à 5,5 comme des produits de première nécessité, par exemple. Non ? Ils ne le font pas. Ouais, et bien entendu, cette mesure est réclamée aujourd'hui par un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est une orientation qui est possible. Maintenant, est-ce que ils iront jusque-là ? Parce que, évidemment, derrière, ça veut dire des recettes en moins pour l'État. Et je rappelle que le budget 2022 est en train d'être discuté, finalisé, et qu'une perte de recettes doit être compensée. Donc, est-ce que c'est une mesure qu'ils prendront ? Je n'en suis pas certain. Mais par contre, il faut de toute manière agir pour limiter cette hausse qui a des conséquences extrêmement dommageables pour les revenus les plus modestes. Est-ce que vous pensez, messieurs, et vous pouvez nous appeler bien sûr au 01 40 33 9000, que les Français vont pouvoir continuer d'absorber la douloureuse sans rien faire, sans bouger, sans agir ? Pour le coup, on a un gouvernement qui doit prendre ses responsabilités, tu me le disais Pierre. Il est peut-être intéressant quand même que les Français se mobilisent peut-être pour faire valoir leur colère, parce qu'on peut les comprendre quand même. C'est des factures qui augmentent de manière considérable. Je rappelle quand même que le prix d'essence, par exemple, sur un plein, ça a des conséquences. C'est parfois 20, 30 euros de plus qu'auparavant, qu'il y a quelques années. Donc 20, 30 euros de plus quand on a 2 points à faire par mois, ça peut avoir des conséquences. Donc pour le coup, c'est pour ça que je pose la question aujourd'hui. Peut-être que c'est les gilets jaunes, peut-être que c'est autre chose. Une manifestation de masse, en tout cas de Français qui disent stop, on n'en peut plus. Et parlez-nous, vous responsables politiques, plutôt que de parler de Zemmour à longueur de plateau, et on en a rien à foutre pour être très, très clair avec vous, parlez des vrais problèmes des Français. Si vous voulez que les gens s'intéressent à la politique, si vous voulez que les gens votent et participent à cette échéance, il faut leur parler de leurs problèmes. Sinon, à quoi bon ? Pierre, t'es pas d'accord ? Oui, mais franchement, j'ai été un des premiers à dénoncer le fait que les médias dits d'info, les chaînes d'info, font la promotion des idées d'extrême droite depuis 2 ans, en raison en réalité d'un modèle économique qui fait que si on fait le buzz sur à peu près n'importe quoi, on ramène de l'audience. Donc effectivement, discuter des vrais sujets aujourd'hui qui intéressent les Français, et en l'occurrence le pouvoir d'achat, je ne peux que souscrire à cette proposition. Ali nous appelle de Marseille, et c'est le Marseillais supporter du PSG qui est avec nous. Salut mon Ali. Bonjour Christophe, bonjour à France Maghreb 2. Bonjour mon Ali. Alors sur ce sujet, est-ce que pour toi la possibilité d'un mouvement, à l'exemple, au type gilet jaune, peut renaître face à cette situation un peu chaotique, un peu difficile pour l'ensemble des Français qui subissent des augmentations dans tous les domaines, là, pour le coup? Oui, alors voilà, là vous avez bien posé la question, parce que tout à l'heure c'était est-ce qu'il va y avoir un retour des gilets jaunes, et moi je dirais non, pas du tout. Les gilets jaunes, pour moi, c'est mort. Ils sont plus crédibles avec leur abus et compagnie. Mais par contre, une contestation de citoyens, oui, c'est possible. Et je suis même certain qu'il va y avoir un peu une montée de rébellion. Et donc voilà, quoi. Et qui risque d'être instrumentalisé, ou peut-être à l'appel d'un parti politique. Hein. On sait, voilà, les partis dans l'opposition. Ça, c'est automatique, quoi. Ça, ouais.
Il y a des gens qui vont se faire plaisir pour, il y en a d'autres pour contre, et voilà, ils vont essayer de faire comme les gilets jaunes. Et après, malheureusement, ben voilà, comme tous des perdus, ça va faire au début comme les gilets jaunes. Ah, ils sont méchants. Après, ils sont gentils. Et après, finalement, on va les mettre comme des mauvais gens qui se rebellent pour rien et tout. Bon, après, voilà, ça se comprend. Mais bon, je pense, mon point de vue, Christophe et France Maghreb 2, c'est que aussi, concernant l'augmentation, je vous parle de tout ce qui est essence et gasoil. Faut que les gens aussi, je comprends les gens qui galèrent, mais que les gens arrêtent de pleurer. Parce qu'on demande tout à l'État, et l'État ne peut pas faire tout. Voilà. Ouais, enfin là pour le coup, elle a la possibilité d'agir, Ali. Pour le coup, sur la taxe et compagnie, mais bon, ça c'est plus des magouilles entre États. Après, je suis d'accord qu'on puisse réduire un peu les taxes. Ça, je comprends pas pourquoi on n'a pas fait l'effort. Quand tu payes parfois 20 à 30 centimes de moins chez un pays voisin, bon bah voilà, pose-toi la question au bout d'un moment. Je veux dire, on est très taxé. Je suis d'accord, Christophe, mais après, si on compare bien, moi je suis persuadé, après je connais pas les statistiques exactes, j'entends parler un peu, j'écoute un peu toutes les radios, mais on n'est pas dans l'abus total, quoi. Hein. Maintenant, si ça continue, oui, il va y avoir un carnage. Mais moi, j'avais l'impression quand même qu'on était champion de la taxation en France, hein, quand même. Enfin, quand même. Ouais, on est champion. Ouais. Oui, on est champion. Ah ouais, après, il faut savoir ce qu'on veut. Ouais. Est-ce qu'on veut un régime social comme on l'a à l'heure actuelle? Parce que maintenant, tout le monde, et c'est la nouvelle mode, où moi qui suis de classe moyenne aussi, je pense, un peu comme beaucoup de gens ici en France, oui, j'en ai marre de payer, j'en ai marre d'être taxé. Mais bon, après, où on veut un système social comme on l'a à l'heure actuelle, où on n'en veut pas. Et là, dans ces cas-là, on devient comme les États-Unis, et c'est marche ou crève. Et là, c'est malheureux, quoi. Bravo, bravo pour ces propos très responsables. Vraiment. Oui, oui. Moi, j'adore Paris, mais allez l'OM, rien que pour Pierre. Ouais, allez l'OM. Ali, qu'est-ce qui t'arrive? T'es complètement perché, mon Ali. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Mais non, Christophe, vous l'avez mis à l'amende, Pierre. Bah, pas du tout. Il aime bien se faire passer pour une victime, Pierre. C'est sa spécialité. C'est impossible d'être supporter de l'OM à Paris. Tu ne peux pas imaginer ce qu'ils me font subir. C'est le contraire. J'ai vécu dans le sud. Ali, on sera à Marseille le week-end, pas ce week-end-là, mais l'autre. J'ai entendu, un peu partout, vous avez dit. Voilà, c'est ça. On sera du côté du quartier Hanoï, on sera du côté de la place Castellane, de la gare Saint-Charles, des endroits là où c'est facile, du marché Prado, tous les Marseillais, dans le 13 et 14. Le tramway, le métro. Ouais, on sera partout, sauf au stade Vélodrome, j'ai pas vu, hein. Heureusement d'ailleurs. Merci beaucoup, bon Ali, à bientôt. Allez, bon après-midi. Ciao, à bientôt. 01 40 33 9000 évidemment. Je peux ajouter un mot? Bien sûr, tu fais comme chez toi, mon vieux. N'oublie pas que t'es chez moi, quand même. Tout simplement pour dire que les taxes en Europe, la France fait partie du peloton de tête sur les taxes. En gros, c'est 683 € sur l'essence, 594 € de taxes sur le diesel, alors que en moyenne, on est plutôt aux alentours de 434 € de taxes sur le diesel en Europe. Ouais. Voilà. Alors, un auditeur, un dernier pour le sujet, avant qu'on parle d'un autre sujet un peu pas complètement différent, hein, bien sûr, le crack et ses dangers, avec un auditeur qui est avec nous. Je me rappelle plus le prénom. Pardon. Bonjour. Bonjour, c'est Mehdi. Salut mon Mehdi, comment ça va mon Mehdi? Salut, ça va, tu vas bien? Tu nous appelles d'où aujourd'hui? Région parisienne. Région parisienne, très bien. Qu'est-ce qui se passe mon Mehdi? Je t'écoute. Écoute, par rapport aux augmentations... Baisse-moi ta radio Mehdi. Baisse-moi ta radio derrière s'il te plaît. J'aime pas l'écho. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui le monde il s'est rétréci. Et aujourd'hui, que ce soit le carburant ou les matières premières, au jour d'aujourd'hui, on peut pas dire qu'on soit les seuls à vouloir manger. On est bien d'accord. Ouais. Et après? On est bien d'accord. Et après? Diminuer le prix de ces matières-là, je pense que c'est totalement faux. La réforme, elle est pas là. La réforme, elle est dans le travail. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, moi en tant que patron, j'ai des salariés. Si demain on me dit monsieur, vos charges, on vous fait une diminution de charges. Moi, demain,
je partage mes charges, je les coupe en deux, je prends rien. Et je réembauche en plus de ça. Ça va faire augmenter les salaires des gens, d'accord? Et en plus de ça, je pourrais encore plus embaucher. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un vrai problème en France, c'est que le travail est trop taxé. Et je pense que la vraie réforme, elle est là. Il ne faut pas aller chercher en se disant, il faut diminuer le prix des choses qu'on ramène de l'étranger, qui nous appartiennent pas, comme le pétrole. Ça nous appartient pas, c'est pas nous qui décidons si on doit le baisser ou l'augmenter. Et le problème, il est là. Le problème, c'est le coût du travail en France. Il faut baisser le coût du travail pour augmenter les salaires et pour pouvoir que les gens respirent un peu. Et concernant tout ce qui est matière qu'on importe comme le pétrole et tout ça, et ça, il faut trouver aujourd'hui des solutions. Dépendance énergétique. Oui, je suis assez d'accord, on me dit. Oui, tout à fait. Ouais. Augmenter le coût du travail. Pierre, t'as pas l'air d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, quoi diminuer les taxes sur le coût du travail, c'est ça qui est en train de dire l'auditeur. Mais au bout d'un moment, il faut aussi s'interroger sur à quoi servent ces taxes. Et en l'occurrence, l'auditeur précédent à Marseille nous disait, nous avons un système social à préserver. Et mais ça va, bien sûr, on peut diminuer les taxes sur le travail, mais à partir du moment où, par exemple, l'hôpital sera réservé aux gens qui ont de l'argent, ça va finir par poser un problème. Donc aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, vous avez une urgence, a priori, vous êtes pris en charge et réponds à Pierre. De la collectivité. Réponds à Pierre. Attention à cette mesure qui apparaît quand même au final assez simple. Est-ce qu'on peut écouter Mehdi? L'impôt le plus injuste, il s'appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Bah oui. C'est un impôt injuste. Exact. Oui, parce que réparti uniformément. Oui. Bah oui, c'est clair. Voilà. Et pour le prix du carburant, on a trouvé la solution. On baisse la TVA de 26, on la baisse à 5,5. Exactement. Voilà. Imagine-toi, c'est pas sûr que ça soit la bonne formule. Ça peut être aussi un chèque. Un chèque quoi? Mais arrête avec tes chèques, Pierre, ça sert à rien. Ils nous embrouillent avec leurs chèques là, avec leurs chèques pour ceux qui touchent le chèque énergie. Ils toucheront 100 €. Mais c'est quoi 100 €? Si tu baisses la TVA, tu la baisses pour tout le monde. Bah voilà. Tu vas la baisser pour les produits de première nécessité. Mais tu vas la baisser, par exemple, tu baisses la TVA sur le prix de l'essence. Ouais. Et bah du coup, tu vas la baisser aussi bien pour le type ou le couple qui gagne 10 000 € par mois que pour celui. Pareil, Pierre. Mais bien sûr que si, c'est pareil. Bon. Et donc, si on dit que la TVA est un impôt injuste, à partir de ce moment-là, il faut se poser la question jusqu'au bout et se dire que c'est peut-être pas le bon levier. Bon, merci mon Mehdi en tout cas. Merci à toi parce que voilà, il faut qu'on enchaîne. Mais en tout cas, merci. Bonne réflexion mon Mehdi. Pas de soucis. Bon, je t'embrasse mon Mehdi. Un autre auditeur, un dernier pour le coup, il s'appelle Tarek. Vous le connaissez d'ailleurs. Bonjour Tarek. Ben non, vous me connaissez pas. Je m'appelle Tarek. Je suis parisien. Et j'appelle juste pour dire que je suis supporter de l'OM. Et donc j'en profite pour saluer Monsieur Ali de Marseille, qui lui est supporter de Paris. Voilà, c'est ça, exactement, mon Tarek. Baisser la TVA, c'est une bonne idée pour les carburants, oui, Monsieur Tarek? Alors, la contradiction de notre ami Pierre... Oui, bah, ça n'est pas sa première. Hein. Attends, mais laisse-le développer au moins son propos. Pierre, monsieur le chroniqueur de l'autre côté de la barre, vous pouvez laisser un auditeur par téléphone intervenir ou pas? Oui, vas-y. Non, ils s'en prenaient à moi, c'est pour ça. Alors, à partir du moment où on déclare tous, et c'est assumé, que la TVA est une taxe injuste, puisque celui qui gagne 2 000 €, comme dit M. Pierre, paye la même TVA sur la baguette de pain que celui qui est au SMIC ou qui est au RSI. Je ne vois pas où est le scandale de baisser cette TVA sur l'essence de 20 à 5. Celui qui gagne le SMIC, il a une voiture qui consomme 5 chevaux, et l'autre, il en a qui consomme 50 chevaux, mais c'est sans problème. On ne peut pas utiliser les arguments qui sont de bon sens, comme le Crédit Agricole disait il y a une vingtaine d'années pour sa publicité, pour le retourner contre ceux qui les évoquent. Donc, où la TVA est injuste, il faut trouver un système pour demander aux gens leur fiche de paye contre la boulangerie pour payer la TVA selon leur revenu, ou on peut baisser effectivement la TVA sur le produit. Alors, il y a un auditeur qui vient nous écrire à l'instant, cher Christophe, et lui c'est simple, il dit « Je vous écoute à Moscou, je suis écœuré, à Moscou, le litre revient à 62 centimes, parce qu'il n'y a pas de taxe. Et parce que la Russie produit la chose. Par contre, je suis content de ce débat, de Ali, de Pierre, de Pierre-Henri et d'autres,
Pourquoi on ne mettrait pas, nous, je crois qu'on l'a fait il y a quelques années, cher Christophe, un truc, une chronique qui s'appelle Moi Président, qui durerait 3 minutes, et que là, peut-être qu'on aura plein d'idées populaires dans lesquelles il n'y aura ni islam, ni islamisme, ni mosquée, ni olives, ni immigrés, ni violence, ni délinquance. Ah ouais, ça peut être bien ça. Moi président, hein mon Pierre, ça peut être bien ça. Très bien, très bien. Voilà. J'ai déjà fait ça. Oui. Ah bon, t'as déjà fait ça? Ouais. Où ça? Sur France Info. Ah bon? Ouais. Ils t'ont pris à France Info. Bah ouais. Alors remarque, c'est vrai que. Je te dis pas tout, tu sais. C'est vrai que c'est la radio du 3e âge, France Info en même temps. Hein. C'est normal, t'es chez toi. Merci Tarek, à demain. Tu ne fais pas partie non plus des millénials, ça. J'ai pas l'impression, mon cher Christophe. Merci Tarek, à demain. Voilà, dernier auditeur, parce que ce sujet intéresse beaucoup, évidemment, nos auditeurs. Et ici, vous savez, plus qu'ailleurs, ici, c'est le peuple qui s'exprime. Et non, mais ne rigolez pas. Le peuple s'exprime ici, et c'est sans filtrage, d'accord? C'est que on leur dit allô, bonjour, qui êtes-vous? Hop. Chacun se dit, le peuple c'est moi. Non, c'est pas chacun se dit. Il y a ceux qui le disent et ceux qui le font. Nous, on le fait, mon vieux. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, cher monsieur? Salim de l'Essonne. Salim de l'Essonne. Alors, on t'écoute, mon Salim. Bah moi, je voulais te dire concernant le prix du carburant, il faut savoir aussi que il y a pas mal d'années, on avait encouragé les Français à acheter du diesel. Oui, c'est vrai ça. Ça, c'est vrai. Et c'est très très vrai. Chose, il faut regarder dans certains pays. Tu prends, bon, je pense que tu connais bien l'Algérie. Tu prends par exemple l'Algérie. La plupart des chauffeurs de taxi en Algérie roulent au GPL et c'est beaucoup plus économique. Oui, il y a le GPL et puis un autre truc qui s'appelle l'éthanol aussi, qui est pas mal. Ouais, mais là-bas, c'est plus le GPL. Enfin, j'ai pas vu de Ouais, je sais. Non, mais là, en France, aujourd'hui, il y a l'éthanol qui fait un grand succès. Ça coûte 800 balles, je crois, pour installer un transformateur pour mettre de l'éthanol. Et ça revient beaucoup moins cher. Ça concerne uniquement les voitures qui roulent en sans-plomb. Et pas en diesel. Parce qu'on peut pas mettre de l'éthanol dans un diesel. Très bien. Merci, mon Salim. Et c'est vrai que d'ailleurs, je voyais 0,6 centimes du litre. 0,06 en Arabie Saoudite, mon Pierre. Ah. Oui, bon, oui, mais quoi? Non, mais bon, d'accord. Non, mais moi, je n'interviens pas sur le prix de la matière première. J'interviens sur la question des taxes. Et je dis qu'une baisse uniforme du prix de la TVA pose quand même un problème d'égalité. Voilà. Alors, Jamel qui insiste, qui a gagné brillamment le quiz de tout à l'heure, veut juste rajouter un petit truc pour conclure, parce que nos invités nous attendent, hein, et ça se fait pas de faire inviter. Je vais prendre juste, 25 secondes. Comparer ce qui est comparable. On en a parlé hier à l'antenne. Il faut une TIPP flottante, c'est-à-dire on ajuste les taxes en fonction du prix du baril, etc., etc. Et baisser les taxes comme ça a été fait dans le passé. Je pense que ça serait très bien. Non, Jamel. Non, pourquoi? Non. Mais non, pas du tout, parce que là, mais non. Parce que là, tu mets 20 secondes. Oui, mais écoute-moi, je te réponds. Ce n'est pas comparable du tout. L'Algérie est un pays producteur qui rachète en raffiné, qui subventionne ses carburants, et tous ceux qui consomment en Algérie les carburants, que ce soit le gaz, etc., s'ils devaient le payer au prix que ça revient, ils ne le mettraient même pas. Jamel, la TIPP flottante, non, parce que on a vu ce que ça produisait, c'est-à-dire que quand le cours augmente, effectivement les prix augmentent, mais quand ils redescendent, ça redescend pas tout de suite, ça redescend même très lentement. Et pour le coup, c'est pas la bonne solution. C'est pas normal que ça ne descende pas. Bah oui, ben voilà. Au même titre que ça a monté. Exactement, c'est là le problème et la problématique. Il y a différentes mesures à mettre en place et il faut y réfléchir. Bah, je pense que la meilleure solution, franchement, c'est de baisser la TVA déjà dans un premier temps. Franchement, on pourrait gagner beaucoup. Pierre, tu y crois pas, mais on pourrait gagner beaucoup pour le coup. Voilà. Bon, il y a plein d'appels là-dessus. On sera amené à en reparler, les amis. De toute façon, c'est pas fini. Donc, Tarak et Pierre ne croient pas au retour des Gilets jaunes en tant que mouvement de colère. Moi, si. Bah oui, enfin bon, pas trop non plus. Ah si, quand même. Si. Bon, d'accord. Ils sont présents. Il faut quoi? Voilà, l'espoir de Tarak. Moi, il n'y a pas d'espoir. C'est une vérité. Tu vas pas parler à sa place. Mais non, mais moi, je suis pas pour les gilets jaunes. Moi, je suis pas pour les gilets jaunes. Non. Tu te trompes encore une fois. Là, tout à l'heure, tu m'as mis de droite. Là, maintenant, tu crois que je suis gilet jaune. Non. Les gilets jaunes, c'est une colère et une frustration populaire qui est là, qui existe toujours, que j'ai vu sur Pantin et sur Aubervilliers. Ils sont là. Et à tout moment, ils peuvent revenir. Ils n'ont pas disparu. C'est tout ce que je t'ai dit. Oui, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement très composite qui comporte effectivement des gens populaires qui souffrent et puis des gens d'extrême droite et d'extrême gauche qui ont essayé de surfer sur pas que mouvement. Pierre, le Parti socialiste a fait quoi toute sa vie, toute son existence.
Oh, alors là, franchement, quoi mais tu me parles du Parti Socialiste. Vous êtes hors sujet. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Vous êtes hors sujet. Bon. Vous vous caricaturez vous-même. C'est ça. Voilà. Exactement. Bon. Et c'est Tarak qui le dit. Dans un instant, les amis, on va parler d'un autre sujet sur lequel vous n'êtes pas forcément d'accord les deux. C'est très intéressant, mais on sera surtout en compagnie de spécialistes aussi qui seront avec nous. On va parler de la cuisine de crack, on va parler de cette consommation du crack, on va parler également des guerres, des règlements de compte dans le 91, mais pas que, ailleurs, sous fond de drogue. On va parler du rôle des rappeurs qui blanchissent parfois leur argent sale, qui font la promotion de cette saloperie, mais aussi des élus qui sont passifs, voire qui autorisent d'ailleurs le cirque dans certains endroits, la violence que engendre également dans les quartiers, ces fléaux, c'est cette problématique. On en reparle de tout cela et sans langue de bois sur France Maghreb 2 avec vous et nos invités Pierre-Henri, Tarek Sassi. C'est le Grand Forum, c'est l'émission de référence. Je vous le dis tous les jours, mais c'est vrai, les amis. Comme disait Pierre, il n'y croyait pas. Il y a ceux qui disent et ceux qui font. Nous ici, on fait, tu vois, et tous les jours. Et ça fait des années. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 pour cette partie consacrée à un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, un sujet qui nous interroge, un sujet qui parfois nous divise. Et on est là pour en parler avec monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité, avec monsieur Tarek Sassi, qui fait partie aussi du collectif Paris Anti-Crack, Montarak, et avec nos invités aussi ici présents. Je vais commencer par le premier, Yacine qui est avec nous, Yacine Achergui, qui est cofondateur du collectif 91 Anti-Crack. Bonjour Yacine et bienvenue. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Eh ben, avec grand plaisir. À tes côtés, Stéphane Miel, qui des collectifs du 20e arrondissement de Paris. Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe, merci de m'avoir invité et bonjour aux auditeurs. Et nous avons aussi avec nous monsieur Lionel Dielman qui est avec nous. Il est lui médiateur spécialisé dans le vivre ensemble, ça c'est bon, mais aussi dans le sport et l'inversion également. L'insertion, pardon, j'ai mal lu. L'insertion. Oui, ça peut être parfois inversé. Et cofondateur également du collectif 91 Anti-Crack, actif d'ailleurs sur notamment la prévention en Alsace aussi, et puis spécialisé, c'est intéressant, dans le cadre aussi de la psychologie et l'addictologie. Lionel, bonjour. Bonjour. Par contre, Tarek, qui vous a pas prévenu par rapport au ILOL. ILOL, c'est-à-dire il est non-binaire. Enfin, je sais plus qu'est-ce que tu es déjà. C'est quoi le problème, Lionel? Alors, en fait, techniquement, je préfère qu'on m'appelle comme étant une femme, en fait. Mais c'est pas grave. Ah, d'accord, pardon, je savais pas, moi. Écoutez, on m'a pas prévenu. Vous en faites pas, c'est pas un problème. D'accord, très bien. Bon, alors, ça, c'est des petits détails qui m'échappent. Oui, mais voilà, c'est justement pour ça que c'est pas un problème. Bon, très bien. Alors, on va parler donc de cette problématique, notamment les cuisines de crack, mais aussi la consommation du crack dans le 91, mais aussi ailleurs, qui pose des problèmes. On voit d'ailleurs que la porte de la Villette, là où a été déplacé ces crackers, eh bien, ça préoccupe aussi les habitants, notamment de Aubervilliers, Pantin, 4 Chemins, qui sont confrontés directement à ces crackers. Quelle est la situation, Yacine, aujourd'hui ? Pour toi, tu parles du 91, mais je suppose qu'évidemment tu travailles en lien aussi avec Stéphane dans le 20e, donc vous êtes tous en lien. La situation sur le terrain, est-ce qu'il y a des endroits plus inquiétants que d'autres aujourd'hui par rapport à ces crackers? Écoutez, la situation elle est très grave. Ce qui est pour nous en fait dans le 91, on commence à être touché par ce qui se passe. Où dans le 91? Tout ce qui est Évry, Grigny, Corbeil. Ah bon? Voilà, Évry, Grigny, Corbeil, Juvisy. On a aussi des squats qui sont squattés par des craqueux maintenant. Ouais. Mais c'est un peu moins que le 20e, mais bon, on commence à être touché et ces gens-là, ils commencent à prendre une grosse ampleur. Et nous, moi, que ce soit Tarek ou moi, on est tous ensemble pour lutter contre ça. Même si j'habite pas dans le 20e, je suis prêt à venir avec eux, à manifester et trouver des solutions avec eux. Dans le 20e, justement, Stéphane, la situation est dramatique.
Alors, dans le 20e, la situation allait être dramatique. Il y a eu un mouvement populaire qui a empêché l'ouverture d'une salle de shoot rue Pelleport. Ouais. Et on s'en souvient, on en avait parlé. Ouais. Voilà, cette idée du maire qui n'habite pas l'arrondissement. Et effectivement, on voit depuis le déplacement des craqueux à Pantin, Aubervilliers, La Villette, on voit des gens en errance. Et on n'a qu'une inquiétude, c'est effectivement voir de nouvelles salles, de nouveaux lieux s'insérer dans le 20e. Oui, alors c'est une salle de shoot évidemment qui devait être ouverte à proximité d'une école, hein, c'est ce qui posait problème. Alors tout à fait, ouvert à la place d'une école maternelle. Ouais. Donc Victor Hugo disait ouvrez une école, vous fermerez une prison, et nous, notre maire, il voulait fermer une école maternelle. Il en est où le dialogue avec le maire justement, parce que vous parlez d'un manque de dialogue avec ce maire du 20e. Alors, le dialogue il veut imposer, lui, sa politique. Le dialogue est très compliqué avec le maire du 20e. Il fait des conseils d'arrondissement en visio, évoquant la Covid. Il refuse le dialogue auprès des collectifs, auprès des associations. Donc, pour autant, ses administrés l'interpellent et sont inquiets. Il faut que vos auditeurs comprennent que dans le 20e, le maire joue entre le 20e du Nord et le 20e du Sud. Et qu'il souhaite, comme il l'a dit, prendre sa part sur ce plan délirant de nos élus qui n'ont plus le bon sens près de chez eux et qui souhaitent installer des salles de shoot ou des haltes soins addiction, alors que le phénomène du crack n'est pas encore ancré et développé dans le 20e. Alors on va juste demander à Lionel, et c'est la casquette d'addictologue là, qui m'intéresse, Lionel. On parle du crack, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le crack? De la drogue. Oui, d'accord, et à part ça En fait, c'est justement une substance très addictive qui est genre... à la première utilisation, on a tout de suite envie d'en avoir une autre. Oui. Et c'est un problème parce que justement, c'est difficile d'arrêter une addiction qui est aussi violente et aussi rapide. Ouais. Tarek. C'est en fait, en gros, ce qui fait sa particularité, c'est selon avec quoi il va être mélangé, que ce soit de l'acétone, du bicarbonate ou de l'ammoniac, ça rajoute encore au côté addictif. Déjà, quand on sait que des petits-enfants au Maghreb déjà se droguent en sniffant de l'acétone et que ça crée des dégâts et une dépendance énorme, que selon ce mélange-là, en fait, ça crée une addiction. Et des fois même, c'est même pas en fait le peu de quantité de cocaïne qui est dedans qui crée le problème, mais c'est plus sa transformation et les produits chimiques qui vont avec, qui créent une dégradation des individus au niveau mental, au niveau sanitaire et au niveau physique, qui est vraiment énorme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une population qui est principalement touchée, visée? Est-ce qu'on peut parler de gens précaires? Est-ce qu'on peut parler de gens qui sont dans une situation un peu difficile, où ça peut vraiment prendre tout le monde? Public fragile, public juvénile, voilà, c'est ça en fait. C'est surtout ceux qui ont le crack à la des problèmes de dépression chronique. Le crack, on écoute Lionel. Oui. Allez-y Lionel. Qui en général sont faciles à manipuler par rapport à ça. Même juste quelqu'un qui croit en quelque chose, si on arrive à aller dans son sens, on peut le convaincre de prendre n'importe quoi. Alors, c'est comme ça que ça marche. Le rapport Yacine avec les élus que vous accusez d'ailleurs de rester passifs, voire même d'autoriser un certain cirque et ces violences aussi engendrées par ces trafics, que ce soit dans les quartiers ou les quartiers ou les endroits touchés évidemment par cette problématique, Yacine. Pour les élus en tout cas, est-ce qu'ils agissent? Est-ce qu'ils restent impassibles? Non, du tout, ils agissent pas. On a alerté plusieurs fois, il n'y a personne qui veut nous tendre la main. On a même des preuves à l'appui. On a aussi, par rapport, par exemple, à Greeny, on a Omar Johnson qui est fondateur de l'association Greenywood. Ouais. Qui, on le connaît, oui. Voilà, vous le connaissez. Et puis, il fait la promotion de certains rappeurs qui eux-mêmes font la promotion du cannabis, du crack, et des rappeurs qui blanchissent tout ça. Et voilà, le dialogue n'est pas possible avec ce genre de personnes car ils savent qu'ils ont fait des choses qui sont très très graves avec ces rappeurs-là. Et il faut les citer. Ouais, il y a Kobalade, Niska, Caris, d'autres. Il y en a tellement en fait dans l'Essonne qui non seulement en fait font la promotion, enfants terribles, faut le dire aussi, à Longjumeau, ils font la promotion des drogues dures. Est-ce que c'est faire la promotion que de parler du crack dans un morceau de musique? Écoute, à partir du moment
SCH te dit une casserole et ça fait du crack. Et que... Oui, vas-y. Une casserole et ça fait du crack. Et que il te dit, il te raconte sa vie de dealer de crack dans un berline avec 137 000 € en petite coupure. Si c'est pas pour séduire les jeunes et en plus que ça passe sur Skyrock, je sais pas quoi dire. Puis après on va parler de Caris qui dit je mélange. Fuck la street, salope, on a trop travaillé pendant l'esclavage, ou encore Kalash et chargé, cuisine du quecra. Genre voilà quoi, c'en est ridicule, mais c'en est lourd de sens dans les cerveaux des plus jeunes, des enfants, et puis des personnes qui n'ont pas le recul sur ça. Ouais, des manipulables. Pierre-Henri, quand on entend ça, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, à première vue? D'abord, j'ai envie de saluer le travail qui est fait par les différents collectifs. On va se mettre d'accord au moins sur une chose, c'est que la lutte contre l'addiction des drogues, et notamment cette drogue dure qui est le crack, est une nécessité absolue. Il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, ce que je voudrais préciser, c'est que depuis le début, en tout cas si je prends l'année 2020, il y a eu 7000 infractions relevées pour consommation, trafic de drogue à Paris. Il y en avait simplement 600 qui concernaient le trafic ou les consommateurs de crack. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas de réseau comme pour, par exemple, le shit ou la cocaïne, et que, en l'occurrence, le crack se fabrique, comme ça a été dit, de manière extrêmement simple, dans des cuisines qui sont en réalité... ce qu'on appelle les cuisines du crack. Oui, les cuisines du crack, mais en fait, voilà... Des cuisines portables. Oui, des cuisines portables, il suffit d'un réchaud, etc. Ouais. Et donc, bien entendu, que nous allons être tous d'accord sur la dénonciation nécessaire de ce fléau. Après, la question qui se pose, c'est comment on fait pour lutter contre ce fléau. Et c'est là où nous pouvons avoir des divergences. Nous n'avons aucune divergence sur le constat de départ. Et quand j'entends Lionel dire que une salle de consommation à moindre risque, c'est une connerie son nom, je voudrais simplement lui rappeler que il faut regarder... Il n'a pas dit ça, c'est pas Lionel qui a dit ça. Hein. Mais c'est pas grave. Stéphane. C'est Stéphane. Ouais, c'est Stéphane. Okay. Voilà, Lionel, je sais baptiser Stéphane. Non, Stéphane, pardon. Lionel dit des conneries son nom aussi. Oui. Mais ça lui arrive. Non, mais quand Stéphane dit les salles de consommation à moindre risque, c'est une connerie son nom, je lui demande simplement de regarder ce qui se fait en Europe et depuis longtemps. Alors, première, et quand je dis en Europe, je parle de la Suisse, je parle de l'Allemagne, je parle des Pays-Bas, je parle de l'Espagne, je parle du Luxembourg, je parle du Royaume-Uni, je parle de quasiment l'ensemble des pays européens. Vous savez en Allemagne combien il y a de salles de consommation à moindre risque? Il y en a aujourd'hui plus de 24. Et donc, on peut quand même aller regarder sans se dire que c'est la solution miracle, ce qui se passe autour de ça. Alors, réponse de Stéphane, Pierre. Qu'une salle de consommation à moindre risque. Stéphane. Que vous appelez salle de shoot pour la dévaloriser. Non, on peut l'appeler salle de consommation à moindre risque, SMR, alt-soin addiction, et la novlangue ou le verbiage que vous souhaiterez mettre autour. Encore une fois, Ne commencez pas, c'est pas du verbiage. Non, excusez-moi, encore une fois, on prend une expérimentation qui a eu lieu en 2016, Lariboisière. Oui. On essaie de l'extrapoler sur un maillage et une généralisation des salles de shoot. Mais est-ce qu'on a pris le soin de tirer un bilan ? Est-ce qu'on sait qu'il y a moins de 1% des craqueux... le bilan Laissez parler Stéphane. Non, il y a moins de 1% des craqueux qui s'en sortent, qui veulent, qui sont à l'écoute, qui demandent des soins. Pourquoi vous me parlez de l'Europe et des pays qu'on nous rabâche, la Suisse, le Portugal, mais pourquoi on ne regarde pas les expériences qui ont réussi, la Suède, où vous avez à la fois de la prévention dans les écoles, et d'ailleurs j'interpelle le ministre de l'Éducation
prévention. Là, ce qu'il est en train de te mettre, là, Stéphane. J'interpelle le ministre de l'Éducation. Où elle est cette prévention? Où elle est cette prévention? Tu n'es plus arbitre. Donc, je t'invite à revenir dans ta position. Pierre-Henri a raison. Je vais me mettre de son côté. Bon, Stéphane. Il faut de la prévention, il faut de sevrage, il faut de la sanction. Et de la sanction, le modèle suédois, effectivement, quand vous êtes détecté positif à une addictologie, vous avez le droit de vous soigner ou vous avez le droit d'aller en prison. Il faut un maillage complet. Et ce maillage dont vous parlez par rapport aux salles de shoot, il existe déjà. J'ai pris quelques notes. Il existe en France 150 CARUD, centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. 260 CSAPA, centres de soins d'accompagnement et de prévention addictologie. 250 CCAA, centres de cure ambulatoire et addictologie. Les centres spécialisés de soins toxicomanes en milieu hospitalier, les hébergements d'urgence et de transition, les réseaux d'appartements thérapeutiques, les bus méthadone, 49 automates distributeurs, 9 millions de dépensés. Et où sont les résultats? Où sont les résultats? Ce maillage, ça, c'est une vraie question, ça. Pierre, où sont les résultats? Stéphane, c'est mon pote, Stéphane. Mais il n'y a aucun problème. C'est le pote de plein de gens ici. Simplement, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de bilan, si, il y a un bilan. C'est quoi? Et ce bilan, il a été dressé par l'INSERM en mai dernier. L'INSERM, c'est pas n'importe quoi. C'est l'Institut national de la recherche médicale. Et ils ont fait notamment un bilan en comparant les deux structures qui sont ouvertes à Paris et à Strasbourg. Et puis, ils ont comparé avec deux autres villes où il y a de la consommation de crack et où il n'y a pas de salle de salles de consommation à moindre risque. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que concrètement, ces deux salles permettaient sur la période étudiée d'éviter 6% des infections VIH, 11% des infections cardiaques, 69% des overdoses, 71% des passages aux urgences. Bref, ce que je veux vous dire... ça en a soigné combien? Ce que je veux... Ça en a soigné combien, on te demande? Ce que je veux vous dire, mais attendez, c'est pas magique. Les gens qui prennent du crack... C'est pas magique. C'est comme l'OM, c'est pas magique. Mais c'est une vision... Non, mais attendez, soyons sérieux. C'est une vision des années 90, nous sommes en 2000. Et en 2000, le crack se fume, il ne s'injecte pas. Oui, très bien. Nous sommes en 2021, pas en 2000. Nous sommes en 2021 et pas en 2000. Et ce que je suis en train de vous dire, moi je ne suis pas en train de défendre à tout prix la salle de consommation à moindre risque. Je vous dis que ça fait partie d'un arsenal. Parce que sinon, vous allez m'expliquer, les usagers, ce sont des malades. Et ce sont des malades qui ont le droit à la dignité et aux soins. Et nous, est-ce qu'on y a droit à la dignité? Mais est-ce que nous, on n'est pas des victimes? Mais n'opposez pas les riverains. Ne vous opposez pas, vous, Tarak, avec et le collectif, avec les usagers. Vous n'êtes pas en situation de maladie. Une question. Est-ce que tu as un hôtel social rempli de toxicomanes et de dealers en face de chez toi? Mais attends. Je vais te dire, je l'ai déjà dit à ce micro, si je suis riverain et si j'ai à côté de chez moi un certain nombre de manifestations sur la voie publique, de gens qui vont se piquer, qui vont faire courir un risque pour ma famille ou pour moi-même, évidemment que je vais sans doute... C'est ma vie en continu. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il faut aussi lever la tête et proposer un certain nombre de solutions communes. Ce n'est pas en prenant les gens... vous savez bien que, par exemple, les hospitalisations d'office, c'est impossible à mener, sinon ça serait déjà fait. Prendre les gens pour aller les mettre à la campagne et les enfermer à double tour, ça ne marche pas on plus. est force de proposition. Les collectifs, les associations sont force de proposition. On propose une lutte acharnée
contre les dealers, les trafiquants, oui, le retour à une sécurité sur nos arrondissements et un plan national de sevrage ambitieux pour les toxicomanes. Et regardons ce qui fonctionne. Regardons les créations mais la salle de shoot, elle a fait que aggraver les choses. La méthode Minnesota, le cas de la Suède. Moi j'habite à 1 kilomètre, c'est la merde. Ce n'est pas vrai, mais je vous ai déjà dit pourquoi. Gare du Nord, c'est invivable. En l'occurrence, Gare du Nord, c'est devenu vraiment dramatique. Évidemment que Gare du Nord, c'est invivable. C'est la concentration de la misère sociale. Il y a une seule salle de consommation à moindre risque pour toute l'île de France. Une seule. Il y a 150 Carudes, il y a 260 ce n'est pas la même chose. La salle de consommation à moindre risque permet aux gens, en étant identifiés, je le précise. Stop, j'ai Jamel qui est avec nous et qui nous écoute, qui vous supporte depuis tout à l'heure. Jamel, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Alors Jamel, on t'écoute. Moi, je voudrais juste parler d'un cas que je connais bien. Quand je dis je connais bien, vous vous rappelez l'histoire de Cordoba, la prison, là, où il y a eu un jeune qui était mort en prison. Eh ben, mon neveu était sur place, avec lui, à côté, dans la cellule à côté. Je voudrais juste dire à l'administration pénitentiaire, moi, j'ai purgé 6 années de réclusion criminelle. Pendant les 6 ans, j'ai pas pris un cachet. J'ai purgé ma peine et je suis pas devenu un toxico. Et moi, faut savoir qu'en prison, ils proposent des cachets. Je ne raconte pas le genre de cachet qu'ils donnent. Hein, c'est pour tuer un cheval. Ils les rendent addicts, les détenus, pour avoir la paix. Mon neveu, qui avait que 6 mois à faire, est ressorti toxicomane. Addict à tous leurs cachets qu'ils lui ont donnés pour qu'ils puissent leur foutre la paix. Donc moi, je voudrais juste qu'on parle des prisonniers, qu'on passe leur temps à leur donner des cachets et qu'on leur explique pas que c'est dangereux de prendre ces cachets. Merci mon Jamel, parce que franchement, j'ignorais complètement ce truc-là, en tout cas. J'ai un pote qui bosse à la PHP et qui m'a confirmé tout ça. Bon, mais merci mon Jamel en tout cas pour l'info. Alors j'aimerais qu'on soit force de proposition parce qu'effectivement on en parle régulièrement de cette problématique sans que l'on propose réellement. Débattre avec Pierre-Henri. Non, on n'est pas débattre avec Pierre-Henri. Ce que tu as comme idée sur le sevrage, parce que clairement, allez, je vais aller dans ton sens. Je vais dire, et c'est long à dire, hein, putain, j'espère que ça va pas me fatiguer. Les salles de consommation à moindre risque. J'ai pu le faire, j'ai pu le dire. Putain, c'est long à dire, mais ça va. En dehors de ça, quelles sont les solutions pour toi, s'il te plaît, Pierre-Henri? On t'écoute, on respecte ton expérience. Mais j'ai dit qu'il n'y avait pas qu'une seule solution. J'ai répété de nombreuses fois que le fait que la France soit très en retard sur l'installation de salles de consommation à moindre risque compliquait encore les choses. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous sommes en queue de peloton dans l'Europe. Maintenant, je pense que, évidemment, autour de cette question, il ne peut pas y avoir de soins proposés sans hébergement thérapeutique. Autrement dit, il faut proposer évidemment à ces gens sur la base aussi du volontariat, parce que vous ne contraindrez personne. On nous a contraints à nous vacciner, à porter des masques, à rester chez nous. Vous êtes dans une maladie. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Non. Eux-mêmes sont malades. Sont malades. Bien sûr. Ce sont des sociopathes. Ce sont des sociopathes. On est d'accord, ils sont malades. Et donc ce que je dis, c'est qu'il faut des soins avec un hébergement, avec thérapeutique, avec une obligation aussi, parce que il y a un contrat à passer sur les salles de consommation à moindre risque. Moi, je ne suis pas pour dire vous entrez dans la salle, vous piquez dans des conditions sanitaires acceptables, sans qu'il y ait une trace de qui vous êtes, d'adhérer à un protocole, évidemment. Mais pourquoi on ne réfléchit pas alors à des centres, des communautés fermées hors milieu urbain? Quelle est cette incohérence de vouloir mettre en place dans Paris le 20e, qui est le deuxième arrondissement le plus peuplé de
de Paris en famille une salle de shoot ou une salle de soins soins mais moi, addiction. Je ne veux pas en mettre forcément dans le 20e. Et quelle est cette idée de vouloir légaliser? Je vais les mettre où alors? Dans le 16e, Porte Saint-Cloud? Mais la question, elle est qu'elle soit répartie ici aujourd'hui, par exemple. Mais bien sûr. Alors on va écouter Patard. Mais parce que ni dans le 16e, ni dans le 18e. Vous êtes dans un mouvement qui est bien connu dans toute l'Europe. C'est une salle de shoot, évidemment, mais une salle de consommation moindre risque, mais évidemment, mais pas dans mon jardin. Non, ça, c'est bien connu. Autrement dit, ouais, les gars, allez, à la campagne, là où il y a personne, là, avec un mépris absolument invraisemblable. C'est pas du tout le sevrage, le sevrage, c'est ni chez Pascal Sevran ni à Sevran. Le sevrage, ça se fait loin des villes. Voilà. Non. Alors, on écoute Patard qui est avec nous. Ça, c'est une mesure. Vous savez, vous faites penser à la manière dont on traitait les fous en Roumanie. On prend les fous, on les met dans une salle fermée, on les attaque. C'est la méthode des États-Unis, c'est la méthode qu'utilise le Canada. On écoute Patard, s'il vous plaît. Taisez-vous. Patard, bonjour. Merci, bonsoir. Ah ouais, c'est incroyable, vous avez vu un peu dissipé là, incroyable. Pierre, il est insupportable. Pierre, t'es insupportable, il t'a dit Patard. Ils sont. Non, attends, laisse-le parler. Laissez-le parler. Non, mais c'est insupportable. Il coupe tout le monde, tout le temps. C'est moi, je. Et c'est dans sa bulle et je veux rien écouter. Bon, il y a 3 personnes autour de la table, qui ont un avis contraire au mien. Je défends mon point de vue et j'essaye de le faire de manière positive. Alors il faut arrêter cette plaisanterie. Parce que si on veut pas que j'intervienne, il faut me le dire. Ça suffit. Ça suffit. Que vous soyez auditeur ou pas, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Ah, la politesse. Vas-y, Patard, vas-y, parce que tu me l'as énervé là, ça y est. M'intéresse pas. Moi, je voulais simplement dire que moi j'ai rien fait. Le gouvernement a mis en place plein de mesures sur lesquelles les résultats sont très très mitigés. On sait quasiment, le taux de réussite il est quasiment nul parce que en réalité effectivement il y a eu des moyens. Il y a eu des moyens conséquents ces dernières années, mais à côté de ça il n'y a pas eu d'obligation de résultats liés à ces moyens. Là, déjà, pour moi, c'est du gaspillage d'argent public. Ça, c'est la première chose que j'ai à dire. Et la seconde chose, c'est qu'à un moment donné, malade, justement, quand on est malade, on doit être contraint. À un moment donné, ça suffit. Quand vous êtes malade et de surcroît, ils sont victimes, là, c'est tellement important. C'est l'effet boule de neige qu'il peut avoir par rapport à ça, regardez aux États-Unis, c'est de pire en pire. Il faut qu'on arrête cette gangrène. Ouais. Et il faut se donner tous les moyens. Stop. Contrainte. Merci mon Patard pour ces deux propositions. En tout cas, et justement, j'aimerais qu'on apporte des propositions. Justement, Lionel, tu vas pouvoir parler parce que tu as vu que moi j'écoute. Ouais, j'ai vu. T'es auditeur aujourd'hui, Lionel. C'est un petit peu de ce qui se passe en Alsace et des trucs que tu m'avais fait remonter justement sur. Oui, il va nous dire ça dans un instant parce que moi j'ai un peu d'argent à faire rentrer dans la caisse et on est de retour très vite, les amis, pour la suite et fin. Et j'aimerais que pour cette dernière partie, vous soyez un peu disciplinés, c'est-à-dire que vous nous fassiez force de proposition parce qu'on connaît la problématique, ça c'est clair. On connaît ce qui va pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour en sortir et pour que tout le monde puisse se retrouver une vie normale en premier lieu. Les habitants des quartiers qui subissent ces craqueurs, parce que c'est vrai, moi je le dis clairement, tel que je le pense, j'habite pas ces quartiers, j'y habitais mais il n'y avait pas cette problématique à l'époque, j'habite pas donc je n'en parle pas et je me mets pas à la place de ceux qui subissent, je peux les comprendre, mais voilà, et puis aussi se mettre à la place et essayer de soigner, parce qu'il y en a aussi, quand Anne Hidalgo est partie les voir, il y a des craqueuses, des craqueurs qui ont demandé à être soignés, pris en charge, donc voilà, quelles sont vos propositions, chacun et chacune, vous allez pouvoir le faire en vous écoutant dans un instant pour la dernière partie de cette émission. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec nos invités, on parle du crack bien sûr, des ravages du crack et de toutes ses conséquences et avec nos invités, monsieur Yacine Achargui qui fait partie, qui est cofondateur du collectif 91 Paris Anti-Crack, pardon pas Paris Anti-Crack mais Anti-Crack, également à ses côtés Stéphane Miel qui fait partie des collectifs dans le 20e et Lionel Dienman qui est avec nous sur France Maghreb 2, plusieurs casquettes à son actif, Pierre-Henri
et Tarek Sassi sont avec nous. Et ce qui m'intéresse pour les quelques minutes qui nous restent, ne sont pas nombreuses, donc il va falloir faire vite s'il vous plaît. La problématique, on la connaît, on a établi les faits, on les connaît. Maintenant, quelles sont les solutions pour en sortir ? Aussi bien pour ceux et celles qui sont consommateurs de crack et qui demandent à s'en sortir. Et c'est possible, rappelons-le, de s'en sortir. On peut se soigner de cette addiction. Contrairement à ce qu'on peut entendre des fois, c'est beaucoup de conneries. De toute addiction, on se soigne, bien sûr. Quelles sont vos solutions pour en terminer et pour que tout le monde retrouve un peu ses esprits et de la tranquillité et du bien-être aussi pour ces craqueurs, parce que bon, imaginez-vous quand même dans quel état ils sont. C'est-à-dire, ils sont complètement à l'antipode de ce qu'on peut imaginer, quoi. C'est vraiment une vie qu'on souhaite à personne. C'est de la merde totale. De toute façon, à partir du moment où on prend de la merde, on récolte de la merde. Peut-être commencer par Lionel, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Lionel, quelles sont vos solutions ? Une solution, ça serait de les soigner, mais c'est pas facile à faire s'ils n'ont pas envie. Il faut les contraindre, Lionel. Il faut contraindre. On a bien réussi, par exemple. Justement. Mais non, écoute-moi. Yacine, vous savez, ce jeune homme que vous avez entendu parler, qui a agressé son enseignante, qui a pris d'ailleurs 5-6 mois de prison avec sursis, et lui soigné pour une addictologie au cannabis. Il est suivi. Donc il faut contraindre au bout d'un moment. Ah, il a été contraint ? Oui, il a été contraint, absolument. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas super efficace en général parce que il y a le rejet en fait du soin quand on est contraint à le faire. Il y a qu'à voir avec le vaccin. Ça a été contraint. Regardez combien il y en a qui ont râlé. Ils sont plus beaucoup en définitive, parce que la majorité sont vaccinés. Ils sont plus beaucoup. Oui, ils sont plus beaucoup, mais il y en a encore parce que justement, c'est considéré comme injuste. Mais Lionel, pardon, mais avec cette vision, c'est-à-dire qu'on n'avance pas, c'est-à-dire qu'on laisse les malades rester malades et on laisse des gens subir. Donc il faut une proposition au bout d'un moment. Voilà. Alors au niveau des propositions, justement, les salles de consommation, là apparemment le but c'est juste de le faire avec le moindre risque de se piquer. C'est là-bas qu'il faudrait agir directement en expliquant qu'il y a des solutions pour ne plus avoir besoin de venir et ne plus se droguer. Pas juste les laisser se shooter et partir faire ce qu'ils veulent. Ça serait déjà un début. Justement, là, pour l'instant, à la Riboisière. Ouais, alors, très bien, Lionel. Yacine, toi qui es dans le 91, et tu m'as appris quelque chose que j'ignorais, et pourtant j'habite ce département, c'est un phénomène, il y a un département qui est extrêmement touché. Tu parlais de Grigny, de Corbeil, de Évry, d'autres villes aussi. Quelles sont tes propositions, toi qui es sur le terrain aussi, Yacine ? Les propositions pourquoi ? Pour le crack ou pour en sortir, Yacine, pour que chacun retrouve, pour sortir de cette merde, quoi. Déjà, c'est pas d'ouvrir des salles de shoot, et sûrement pas. Et en plus, c'est d'embaucher des médiateurs dans chaque quartier. Ouais. Embaucher des médiateurs et trouver des solutions. Et ils font quoi, les médiateurs ? Aller voir les jeunes, faire des ateliers, arrêter les guerres de bande, parler, faire de la prévention, aller voir les familles. Mais qu'est-ce qu'on fait des toxicomanes ? Les toxicomanes ? Après ça, c'est les ministres, c'est à eux de savoir ce qu'ils doivent faire. On les a pas élus pour rien. On les contraint ou pas à se soigner ? En tout cas, pas en ouvrant des salles de shoot. Ouais, comment alors ? On les contraint comment ? On les envoie on arrête, on trouve des solutions plus radicales pour les trafics de drogue. C'est ce qui va empêcher les craqueux d'aller se fournir et consommer, tout simplement. Stéphane, proposition, faisant partie des collectifs du 20e. Oui, proposition, alors pour les collectifs du 20e et les associations, juste un point, le 20e est classé en zone de sécurité prioritaire par l'État et dans un arrondissement qui cumule déjà des difficultés économiques et sociales. Donc non, je vous le dis tout de suite, le 20e ne souhaite pas accueillir de salles de shoot. Et maintenant, les solutions pour les craqueux et pour les gens qui ont des addictions. Effectivement, c'est un site excentré, hors des villes, un plan thérapeutique, médical, social et en communauté fermée. Hors des villes, c'est-à-dire au fin fond de la Seine-et-Marne, au milieu des champs, quoi. C'est-à-dire effectivement pas dans des zones urbaines où vous avez des familles et un environnement qui est propice aux trafiquants et propice à l'addiction. Vous voulez fabriquer des camps, quoi. Non, c'est le cas de la salle de Strasbourg déjà. Ouais. C'est pour ça aussi que Lionel a dit ça, c'est le cas de la salle de Strasbourg qui est éloignée.
La salle de Strasbourg est éloignée. Mais le problème, c'est qu'encore une fois... comment, les mecs? Je fais référence justement à des solutions qui existent et qui fonctionnent en Suède. Alors vite, parce qu'il est 18h. Oui, qui allie à la fois prévention, sevrage et sanction. Il faut absolument prendre ce triptyque. Si vous prenez qu'une partie de ce triptyque, c'est voué à l'échec. On ne peut pas ouvrir et commencer le débat en disant on ouvre une salle de consommation pour enfoncer et laisser ces gens dans la misère. Et c'est un peu de bon sens. Il faut revenir au bon sens. Pierre-Henri, une proposition rapide, s'il te plaît, il est 18h. Tu m'oublies pas. Elle tourne autour de 3 éléments, la prévention, l'accompagnement, la répression, évidemment. Et le temps de l'accès aux soins intégrant les aspects sociaux, psychiatriques, médicaux et de polyconsommation représente un long travail en amont qui suppose des moyens et des moyens qu'il n'y a pas aujourd'hui. Donc on ne se sortira pas de cette affaire simplement en disant on va les mettre à la campagne dans des lieux fermés. D'abord parce que la ville a un rythme et le trafic de drogue, il est né à Paris dans les années 1980.